Donc, donc, moi, je vais faire les remerciements avant de commencer pour bien situer la chose. Donc, moi, je suis employé par le CHU de Bordeaux. Je fais une thèse à l'université. Et donc, en fait, cette thèse, elle a eu deux gros coups de pouce financiers de Cancéropole Grand Sud-Ouest qui nous a donné des sous, qui nous a permis de faire toute la partie souris, et le Cyril Brio qui nous a justement financé pendant un an un technicien puis une technicienne, je passe les détails, pour justement faire un certain nombre de manipules. Moi, dans la vie, je traite des patients au CHU. Et donc, j'ai fait cette thèse sous la direction du professeur Daverna. Donc, pour ceux qui n'ont pas la référence, alors je vise. On va voir si je suis habile pour viser. Damned, voilà. Ah là là, ça spoil. Voilà. Donc, bon, alors, du coup, là, on est toute une communauté de gens qui font contre un ennemi commun qui est très très méchant. Donc, pour ceux qui n'ont pas la référence, hein, c'est le Seigneur des Anneaux. Puis à la fin, le méchant meurt. Voilà. Mais avant, ils en prennent quand même plein la gueule. Donc, ça c'est difficile, j'avoue que si je perds de la fluidité. Voilà, donc en fait, c'est une équipe, la prise en charge du glioblastome, on va dire, c'est une équipe qui comprend trois intervenants. Alors, un chirurgien, qui n'a pas toujours cette pilosité, mais dont l'objectif est évidemment de couper des morceaux. Alors, chacun choisit son rôle. Je suis radiothérapeute, évidemment, dont l'objectif est de viser la tumeur. Et un oncologue médical qui est très sage et qui fait des potions, qui est encore pas toujours aussi barbu. Et en fait, c'est une vraie histoire que je vais vous raconter. Je n'ai pas fait un storytelling a posteriori, mais alors je vais raconter un peu quel est mon objectif. Moi, je suis radiothérapeute, donc je cherche à viser la tumeur. Donc, il s'avère qu'effectivement, avec les IRM, on les voit. Et on arrive à en délimiter un certain nombre de volumes, et on va viser précisément. Donc, avec les nouvelles machines, c'est quand même assez chouette. On arrive à faire des choses très précises qui se conforment exactement là où on veut viser. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Moi, qu'est-ce qui m'intéresserait? Enfin, qu'est-ce qui intéresserait le patient, mais moi qui m'intéresserait à titre si je suis radiothérapeute. Ce serait un produit radiosensibilisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets ce produit, du coup, les rayons sont plus efficaces. Alors, il y a des essais où on a essayé d'augmenter la dose de radiothérapie, parce que la radiothérapie, ça marche indéniablement, ça augmente la survie des patients. À chaque fois qu'on a essayé de l'enlever, en fait, ça marchait pas. Donc, il y a à tous les stades de la radiothérapie. Qu'on soit pas très en forme, qu'on soit âgé, pas âgé, etc. Il y a toujours de la radiothérapie. Et par contre, on s'est rendu compte que si on augmentait la dose, en fait, ça marchait pas très bien. Augmenter la dose très fortement, ça marche pas. Donc, ce qu'on cherche, c'est plutôt à augmenter localement la dose avec un produit qui rend la radiothérapie plus efficace. Donc ça, ce serait vraiment super pour moi. Et ce qui serait super, c'est que ce produit soit plutôt dans la tumeur et pas trop dans le cerveau sain. Parce que s'il est dans le cerveau sain, du coup, je radiosensibilise partout. Donc, c'est comme si j'augmentais la dose et finalement, je perds un peu l'intérêt. Donc, voilà. Donc, moi, ce serait un produit radiosensibilisant qui s'accumule spécifiquement dans les cellules tumorales. Ça, c'est mon rêve. Et il s'avère que notre ami chirurgien, quand il arrive sur site, il a quelque chose à regarder. Donc ça, c'est issu d'une publication que je vais évoquer à l'instant. Et donc, il tombe sur une situation où il y a des vaisseaux, du cerveau normal, de la tumeur. Et c'est pas très, très facile de voir où il y a la tumeur, mais ils ont un cerveau qui est particulier, les chirurgiens. Et ils arrivent à voir où ça se passe. Mais pour nous qui sommes béotiens, on sait pas trop où ça se passe. Et ils se sont rendus compte, ils ont essayé, enfin, il y a un certain nombre de produits. Ils ont donné deux mots savants. Lala, hein, ça c'est le produit dont je vais parler et que je vais étudier. Et protoporphyrinate. À part ces deux mots-là, normalement, on devrait s'en sortir. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en donnant cette petite molécule au patient avant de l'opérer, elle était transformée petit à petit dans tout le corps, et notamment au niveau du cerveau. Et elle s'accumulait plus spécifiquement dans la tumeur que vous voyez ici en rouge, et un peu moins dans le cerveau ici que vous voyez en bleu. En fait, ils opèrent sous lumière bleue, et en fait, le produit, après sa transformation, devient rouge. Donc, il va faire ça, il voit du rouge. Et donc là où il voit du rouge, ils enlèvent, parce que c'est la tumeur. Et ils se sont rendus compte que c'était vraiment super, parce que avec cette technique-là, ils passaient d'un taux de résection d'environ 1/3 à un taux de résection d'environ 2/3. Donc ça, c'était un gros essai dans les années 2006. Et puis moi, malheureusement, la résection complète n'améliore pas la survie des patients. Et c'est pour ça que c'est pas utilisé en routine, en tout cas dans les indications de glioblastome. Mais moi, quand je vois ça, 2006, je suis déjà dans le game. Mais quand je vois ça, je me dis c'est super. On a un produit qui s'accumule spécifiquement dans la tumeur et qui s'accumule pas trop dans le cerveau normal. Donc moi, je me dis si ce truc-là, est-ce que ça... Alors, attendez, du coup, j'ai un petit problème de transition. Donc, juste peut-être pour voir en 2 secondes comment marche ce 5-ALA. L'ALA, c'est une petite molécule qui diffuse partout. Vous avez vu, on l'a retrouvée à terme dans le cerveau. Donc, en fait, ça traverse bien la barrière hématocéphalique, parce que c'est souvent petit, et ça va se mettre à l'intérieur de la mitochondrie, et ça va fabriquer
une molécule, deuxième gros mot, la protoporphyrine 9. On va appeler PP9 qui a cette forme-là. Donc, ceux qui sont amateurs de molécules se rendent compte qu'il y a tout un tas de lésions double brin, de cycles. Et la conséquence, c'est que quand on éclaire en lumière bleue, on va obtenir du rouge. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Le chirurgien, il opère, il met de la lumière bleue, il récupère du rouge. Et là où il y a du rouge, c'est qu'il y a de la protoporphyrine 9. En gros, il éclaire en bleu et il récupère du rouge. C'est exactement ça qui se passe quand il fait sa chirurgie. Et c'est super parce que ça s'accumule dans les tumeurs. Donc, voilà comment ça marche. Donc, moi, si en tant que radiothérapeute, je cible la tumeur et en même temps, j'ai quelque chose qui s'accumule spécifiquement à l'intérieur. Donc, c'est bingo. Si, enfin, c'est la question, si. Ben, si le 5-ALA, enfin, si l'ALA est sensibilisant, donc moi, c'est super, on gagne la table. Alors, des fois, je l'appelle 5-ALA et ALA, c'est la même chose, je les harmonise. Alors, évidemment, quand on est dans ce genre de situation, on regarde ce qu'ont fait les anciens, on ouvre notre grimoire, ça peut chez nous des quantités humaines, et je ne vais pas vous faire la littérature avant, mais grosso modo, il y a un certain nombre de gens qui ont montré que sur les cellules, faire de la radiothérapie plus de l'ALA, c'est-à-dire qu'à terme, on transforme en protoporphyrine 9, ça augmentait la sensibilité. Donc, il y a des gens qui ont essayé ça sur des gliosarcomes sous-cutanés. Donc, c'est juste pour vous dire, on parlait du modèle tout à l'heure. Voilà, c'est un modèle qui n'est pas parfait. Hein. On essaie de reproduire du glioblastome. Alors, ça se termine avec un sous-type de glioblastome, on va dire, et ça se passe sous la peau. Et c'est chez des rats, mais ils ont montré que quand on mettait les deux, la radiothérapie plus l'ALA, ben, c'était un petit peu mieux que quand on donnait l'un ou l'autre. Mais ça, c'est un modèle qui se passe sous la peau. Il y a des gens qui ont regardé plutôt ça au niveau de mélanome intracérébraux. Donc là, on change de modèle, on est dans la tête, et c'est bien, tout le monde est dans la tête, donc on va voir si ça marche dans la tête. Mais c'est du mélanome et ça avait l'air de bien marcher. Et c'est comme ça qu'a commencé la communauté de l'ALA. Donc c'est vraiment comme ça. Moi, je me dis, ce truc-là va marcher. À cette époque-là, je ne suis pas encore au laboratoire. Et on a besoin d'avoir vraiment des gens qui sont efficaces. Donc là, vous m'avez reconnu, on a des neurochirurgiens. Et en fait, on a besoin de plusieurs compétences. On a besoin d'autres compétences. On a besoin de quelqu'un alors je sais pas qui correspond à ce personnage exactement, mais enfin, pour moi, on va dire que c'est Thomas Daumont, par exemple, qui arrive avec un modèle d'astéroïde qui dit, moi, je suis le champion pour te faire des modèles précliniques. Donc ça, c'est super. On a ici quelqu'un de grande taille, dont j'ignore le nom dans l'histoire, mais qui pourrait être François Moreau-Gaudry, qui est le directeur du laboratoire dans lequel je suis, en fait, un laboratoire qui est une espèce de double casquette, qui travaille sur les porphyrines, qui est, en fait, les gens qui étudient le 5-ALA, les porphyrines, les accumulations de porphyrines de façon génétique. Enfin, vraiment, c'est une première casquette. Et la deuxième casquette, c'est le cancer. Donc, j'ai envie de dire, c'est formidable. On a d'autres gens qui interviennent. On a Véronique Vendredi, qui est ma collègue, qui fait de la radiothérapie et qui travaille aussi dans le laboratoire. Et puis, alors, on a ces aides de petite taille qui sont dans l'histoire, au début, considérées comme un peu méprisables, qui s'occupent des animaux, et en fait, c'est l'animalerie. Et alors, l'animalerie, c'est vraiment très important parce qu'ils sont très, très forts. Et donc, en fait, on sous-estime leur pouvoir, et en fait, à la fin, c'est eux qui font changer la chose, puisque ce qu'on veut, c'est avoir un modèle qui fonctionne parfaitement. Donc, tout ça, c'est une espèce de concordance spatiale qui permet de fabriquer cette belle communauté. Donc, Thomas vous a expliqué un petit peu le modèle qu'on utilise. On va utiliser des monostéroïdes que lui, il utilise au laboratoire. Donc, ici, vous prenez une cellule dérivée de tumeurs de patients. En fait, on l'a fait avec 3 espèces de tumeurs. Et donc, vous la mettez en groupe. Alors, ils aiment bien se mettre en groupe, donc ils se regroupent. Et ça fait ce sphéroïde. Quand ça pousse tranquillement dans le Mordor, vous laissez passer le temps. Et à la fin, la boule grossit, la boule grossit, la boule grossit. Les cellules se multiplient à l'intérieur. Et donc, ça va être notre modèle in vitro, pardon. Alors, quand on a un modèle, ce qu'on aime bien, c'est de voir déjà si ça marche avec les produits qu'on connaît d'habitude. Donc, moi, il s'avère que je suis radiothérapeute. Qu'est-ce qui se passe quand on met ces cellules dérivées des patients, se regroupent en boule et qu'on fait de la radiothérapie? Donc, j'ai dupliqué 3 fois les mêmes images. Donc, c'est évidemment pas comme ça dans la publication. C'est les mêmes images, mais en fait, le résultat, c'est que quand on prend de la radiothérapie et qu'on fait, quand on exerce la radiothérapie sur ces stéroïdes, c'est juste la validité interne du modèle. En fait, les cellules sont stoppées dans leur croissance quand on fait de la radiothérapie, alors que sinon, ça grossit. La surface du sphéroïde grossit, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de trolls à l'intérieur quand on les laisse se multiplier, mais la radiothérapie stoppe la croissance de ces sphéroïdes. Donc on sait qu'on a un modèle qui fonctionne, en tout cas pour la partie sphéroïde et radiothérapie. Quand on met le 5-ALA, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe rien. L'ALA n'est pas toxique pour nos sphéroïdes. Ils sont contents, ça pousse, donc bon. L'ALA n'est pas toxique. Quand on fait la radiothérapie, vous vous rappelez, ça stagnait notre nombre d'orques, hein, donc il y avait finalement une stabilisation. Donc c'est un effet en soi. Hein, la radiothérapie, on sait que ça a souvent un effet suspensif. Donc c'est intéressant quand même à l'échelle individuelle. Et alors ce qu'on aurait aimé, hein, c'est qu'en rajoutant l'ALA,
eh bien, il y en a moins. Si ça radiosensibilise, à la fin, on n'a plus qu'un seul orque au lieu d'en avoir 4, et ce serait vraiment super. Bon, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas fait ça. Et donc, dans notre modèle petite boule de cellules tumorales, en fait, là, c'est la croissance des sphéroïdes, on va dire, à 7 jours. Ici, c'est la concentration d'ALA. Ici, il y a 0 concentration, il n'y a rien. Ici, il y a une concentration de 1 millimolaire, on avait fait une dose intermédiaire, et en fait, ben, il n'y a pas de modification de la taille du sphéroïde en fonction de la quantité d'ALA. Seule la radiothérapie a un rôle. Donc, certes, l'ALA n'était pas toxique en lui-même, mais il n'y avait pas de radiosensibilisation. Aïe, 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 aïe. Donc ça, c'est pas terrible. Mais vous avez compris, on a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir un modèle animal qui soit à peu près propre. Donc on allait plus loin, évidemment. On s'est dit, on va utiliser des gobelins, puis on va leur mettre à l'intérieur des orques. Alors, comme on manquait un petit peu de gobelins, on a utilisé des souris, malheureusement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a mis nos cellules de stéroïdes à l'intérieur de la tête des souris. C'est le modèle que Thomas vous a présenté tout à l'heure. Et on s'est dit, on va tirer à différentes doses, hein, pareil que tout à l'heure. On se dit, il faut quand même que notre modèle nous montre qu'il est efficace. Et pour montrer qu'il est efficace, il faut déjà montrer les traitements standards, la radiothérapie. Ça, c'est des doses en graisse. Les graisses, c'est les doses de radiothérapie. Quand on augmente la dose en graisse, on va avoir un effet sur la croissance tumorale. Et voilà donc. Ah, bingo. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça, c'est une souris qui a été prise avec une caméra qui détecte la lumière. Pourquoi à l'intérieur de la tête il y a de la lumière qui est émise? Parce qu'on a mis dans les cellules tumorales un rapporteur qui fait que quand on fait une injection intrapéritonale à la souris, elle va se mettre à émettre de la lumière en quantité proportionnelle à la quantité de tumeur qu'il y a dans son cerveau. Et donc, on est capable de suivre la quantité de tumeur qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Ici, vous avez la courbe en noir de cette luminosité. Donc, vous voyez, la croissance de la tumeur est exponentielle. Ici, c'est une courbe exponentielle. Donc, la croissance de la tumeur est exponentielle avec le temps. Quand on fait de la radiothérapie un peu, ici, c'est la courbe ASY, ben, ça marche un peu. Là, c'est la durée c'est la durée après l'injection qui est ici. Ici, on fait la radiothérapie, ben, ça suspend la croissance de la tumeur. Ici, quand on fait 10 graisses, ça suspend encore plus la croissance de la tumeur. Et quand on fait 15 graisses, ça suspend encore plus la croissance de la tumeur. Et il s'avère que c'est la survie des souris. Selon la dose d'irradiation, ben, en fait, quand on les implante et qu'on fait pas de radiothérapie, elles meurent toutes dans un délai assez court. En fait, elles sont sacrifiées avant de mourir naturellement sur des signes de souffrance. Après, quand on fait une dose de 6 grès, elles meurent dans cette zone-là, 10 grès dans cette zone-là et 15 grès dans cette zone-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un effet dose. Hein, c'est vraiment très important quand on fait de la... Alors, on ne parle pas de système immunitaire, mais quand on fait des traitements assez classiques en cancérologie, quand on a un effet dose, ça montre que notre produit il est toxique de plus en plus quand on met de la dose. Donc ça, c'est assez courant. Ça c'est le résultat complètement attendu. Mais ce que ça nous montre, c'est que comme il y a un regroupement assez important des résultats dans le temps, c'est-à-dire que le système est assez robuste. Et là, ce qu'on se demande, évidemment, c'est, on a montré que la radiothérapie c'était bien corrélé à la survie des souris et à la croissance tumorale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met de l'ALA sur une souris? Quand on met un petit peu de radiothérapie, on avait choisi ce schéma à 10 grès et 10 grès plus ALA. Alors, il y a eu. Et ben en fait, ça c'est, oula, j'ai tenté un truc. C'est la croissance tumorale. En fait, avec l'ALA, ça meurt à peu près en même temps que le groupe contrôle qu'on n'avait pas fait. On avait essayé d'économiser des souris. Là, il y a 11 souris par groupe. Mais en fait, là, quand on regarde par rapport à notre courbe d'avant, en fait, c'est à peu près au même moment. Les souris meurent assez vite après la non-irradiation, on va dire. Et quand on fait le groupe avec radiothérapie, c'est-à-dire en rose, et le groupe avec radiothérapie ALA, les souris décèdent en même temps. J'ai oublié la croissance tumorale, pardon, qui fait exactement les mêmes résultats. Voilà. Donc, bon, c'est une vraie histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on a une idée, on essaie de la déployer, on récupère des sous. J'avais fait le programme de ce que j'allais faire à la réunion de la RFC il y a 2 ans, qui était en ligne, donc encore sur YouTube. J'ai vraiment déplié ce qu'on avait prévu. Et en fait, on s'est aperçu que ça n'avait pas marché. C'est pas grave, la vie, c'est une idée, et si ça marche pas, alors souvent on me dit t'es déçu, ben oui, je suis déçu, j'aurais aimé que ça marche, mais après, la science, c'est la science. Si c'est pas le 5ALA qui fonctionne, c'est pas le 5ALA qui fonctionne. Et donc la communauté est encore là, donc ça va continuer. Donc je remercie évidemment tous les gens qui font partie de cette communauté de gens qui travaillent sur le glioblastome, et ça nous a permis quand même de développer pas mal de collaborations, et notamment de développer un modèle de radiothérapie, car, comme on l'a bien dit, c'est quand même assez fascinant de voir un radiothérapeute qui va aller irradier des souris tout à l'heure. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé donc dans l'équipe du BRIC, qui est la nouvelle équipe de cancérologie.
les amis des céloïdes, Thomas Dubon et Joris qui sont ici, voilà, l'équipe de la plateforme d'irradiation, y compris Wilfried qui est pas mal dessus, et les gens qui font un petit peu de radiophysique. Voilà. Merci.